Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir à ce webinaire aujourd'hui sur le pilotage à distance des installations solaires avec notre partenaire SMA. On est très heureux de partager aujourd'hui notre passion avec Serge Communal, qui est formateur émérite et consultant technique chez SMA France et qui s'occupe de toute la partie formation des installateurs, des bureaux d'études, mais également du réseau de partenaires et de clients de SMA. Je suis Myriam Fournier-Cassimi, fondatrice et présidente du groupe Sunji en France et en Algérie. Et on commence à se déployer dans d'autres pays limitrophes. Et je suis très heureuse de partager avec mon équipe aujourd'hui, Zormadi et Walid Temam, la transmission et l'échange avec vous de ce que l'on pense être l'avenir de l'énergie solaire. Pour faire une courte introduction, j'étais ce matin en présentation à une école d'ingénieurs en Inde pour les sensibiliser également à toute la dimension aujourd'hui complète d'un réseau de management de l'énergie, où on pilote désormais, grâce à toutes les nouvelles innovations, en temps réel, les flux énergétiques. On allie d'un côté la production avec la consommation, ce qui fait qu'on doit avoir en temps réel une parfaite adéquation entre cette production et cette consommation. Et dans nos contrées africaines et indiennes, on gère en plus un certain nombre de perturbations électriques. On a mis en place ensemble de l'AC-coupling, du DC-coupling et un certain nombre d'autres méthodologies aujourd'hui qui nous permettent de gérer en temps réel ces flux énergétiques. Et aujourd'hui, le sujet particulier est de voir comment on monitore, comment on surveille, comment on pilote, comment on agit à distance, de remote control, pour permettre d'optimiser encore une fois la production, la consommation, la maintenance, tout ce qui vient tout ce qui vient jouer sur la performance finalement de vos installations électriques. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre animatrice de choc pour ce webinaire, Madame Madi, qui présentera également Serge Communal et Walid Temam. Et je suis très heureuse et très fière de voir qu'il y a des participants toujours plus nombreux pour collecter ces nouvelles tendances et partager sur ces nouvelles tendances. Et je conclurai juste cette petite introduction en précisant que pour nous, Sunji, c'est dans notre ADN de sensibiliser et d'échanger notre savoir-faire et notre connaissance. Et on croit depuis très longtemps à l'émergence d'une énergie solaire dite intelligente. Et après la crise que nous avons tous vécue et que nous continuons de vivre aujourd'hui, la tendance s'accélère. Et c'est une vraie bonne nouvelle de voir qu'il y a plus de 25 participants aujourd'hui en ligne et près de 150 à 200 personnes qui revisitent encore après nos liens et nos vidéos que nous publions. Très bon webinaire à tous et à votre disposition pour échanger. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Je vois qu'il y a quelques personnes qui étaient avec nous avant-hier sur le webinaire qui est en replay actuellement. Et je suis ravie vraiment d'échanger avec vous, de partager avec vous nos retours d'expérience, notre passion du solaire, c'est un métier vraiment qui nous tient à cœur, avec notre guest en plus, Serge Communal, qui nous transmet la partie solaire. Donc, donc pour aujourd'hui, je serai accompagnée de mon collègue Walid Temam, qui est ingénieur d'études et d'exploitation énergie renouvelable, qui est spécialisé chez nous, chez Sunji, dans la formation et l'exploitation. Avec son expérience chez nous, donc il a pu voir pas mal d'installations, les gérer à distance.
Et donc, il nous donnera aussi son retour d'expérience sur cette partie-là. Et comme je disais, on a l'honneur d'avoir avec nous Serge Communal, qui est expert solaire, formateur responsable de la formation chez SMA et qui pour nous vraiment est une référence. Donc, bienvenue à vous. Moi-même, je suis modératrice de cette séance, donc je suis la directrice commerciale et communication de Sunji. Sans plus tarder, je ne vais pas trop tarder sur l'introduction, juste pour vous dire que donc on fera des pauses intermédiaires pour prendre quelques questions si vous avez des questions par rapport à la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser tout au long de ce webinaire vos questions sur la partie questions-réponses ou dans l'onglet conversation. Donc, nous nous ferons vraiment un plaisir d'y répondre et d'interagir avec vous. Je laisse la main à Walid. Donc, Walid, tu peux avancer sur la présentation. Donc, avant de commencer, je vous présente notre entreprise. Donc, on est un bureau d'études et de réalisation spécialisé dans l'énergie solaire. On a été créé en 2014 en France, puis en 2015 en Algérie. Et nous avons comme seul objectif, c'est d'apporter vraiment cette énergie solaire partout et pour tous, et selon des besoins bien spécifiques que nous étudions dans le détail avec nos clients. Donc, nous intervenons dans une chaîne de valeur assez complète, en commençant par la partie études. Nous faisons des études de détail, nous faisons de l'installation et de la mise en service, mais on ne s'arrête pas à ce stade-là. On va un peu plus loin, on est sur de l'exploitation, de la gestion à distance, de la gestion de garantie, et c'est vraiment cet accompagnement que nous donnons en plus à nos clients qui nous donnent quand même des retours assez positifs par rapport à ces prestations. Nous nous appuyons sur la passion de notre présidente qui nous a transmis cela, mais aussi sur un réseau de partenaires, parmi eux SMA qui est leader mondial dans l'énergie solaire qui sont avec nous, mais aussi d'autres marques, notamment allemandes et européennes. Et bien sûr, donc, nous avons à notre actif des certifications et des prix même pour lesquels nous sommes assez fiers à travers l'expérience que nous avons donnée. Serge, je vous laisse nous présenter également. Oui. Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce webinaire franco-algérien, si je peux dire. Donc, moi, je représente ici SMA. Donc, SMA, il faut comprendre, est un groupe aujourd'hui, un groupe mondial qui est installé à peu près dans 20 représentations partout dans le monde, qui est essentiellement une société allemande au départ et qui fabrique ses onduleurs en Allemagne. On a installé une grosse part d'onduleurs un peu partout dans le monde, ce qui nous donne un retour d'expérience et des informations très importantes sur des installations photovoltaïques dans toutes circonstances et dans toutes conditions climatiques. Donc, c'est un retour d'expérience très fort pour notre expérience. Pour représenter un petit peu je dirais la taille de SMA, c'est à peu près 3000, un peu plus de 3000 collaborateurs partout dans le monde, 500 ingénieurs pour la recherche et développement. On est installé, je l'ai dit, dans une vingtaine de filiales dans le monde et on a, quand on parle de filiales, notamment quand on parle de la filiale française, on a une trentaine de personnes en France dédiées à nos clients, avec notamment une forte proportion à faire du service. Ce qu'on appelle le service, c'est le dépannage des onduleurs et le suivi des installations. Et c'est à ce titre que je vais intervenir aujourd'hui. Voilà, pour dernière information, la filiale française est installée à Saint-Priest, à côté de Lyon. Et donc, vous avez ici une photo à la fois du siège en Allemagne et de la ville de Lyon. Voilà, je vous laisse la parole pour la suite. Merci, merci Serge. Donc, comme je disais sur la présentation, on va parcourir la gestion à distance. C'est quoi le principe de gestion à distance? Comment ça fonctionne? Comment il est introduit dans une installation d'autoconsommation? Nous parlerons en plus après ça des différentes étapes qu'on voit sur la gestion à distance. Donc, ça commence par une partie surveillance.
Ça continue à travers une partie pilotage et monitoring et on termine même avec des analyses de performance, des analyses et des tableaux de bord qu'on fournit à des clients. Donc, à la fin de cette présentation, nous avons voulu partager avec vous une étude de cas où on voit les différentes informations que vous auriez vues au début et nous terminerons avec la partie référence. Donc, sans plus tarder, je te laisse la main, Walid, pour nous parler de la gestion à distance en général. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Sunji. Encore une fois, c'est un plaisir de vous avoir et d'avoir avec nous Monsieur Serge Communal comme guest. C'est un honneur pour moi personnellement de vous avoir avec nous. Alors, on va commencer avec la gestion à distance. Alors, qu'est-ce que la gestion à distance? La gestion à distance, c'est juste notre capacité à pouvoir visualiser, piloter peut-être, même actionner certaines choses à distance sur une installation solaire qu'on a mis en place. Ces dispositifs-là, aujourd'hui, deviennent de plus en plus importants et incontournables dans des installations photovoltaïques parce que ça nous permet de superviser notre production, notre autoconsommation et être alerté en cas de dysfonctionnement. Alors qu'il s'agisse d'une installation résidentielle ou autre, la gestion à distance offre plusieurs possibilités de pilotage à distance ou automatique. C'est-à-dire que le système peut très bien fonctionner sans l'intervention humaine à distance ou en local avec des paramétrages où on a la possibilité de changer certains paramètres à distance et ainsi améliorer le rendement ou le fonctionnement de notre installation. Donc, le pilotage, ça va s'articuler surtout, plutôt la gestion à distance va s'articuler plutôt sur des notions de surveillance à distance sans pour autant changer de paramètres. Il y a la seconde partie qui est le pilotage, où là, on va avoir des valeurs instantanées et la possibilité de changer certains paramètres. Et en dernier lieu, chose que fait Sunji, c'est de proposer une analyse un peu plus approfondie du fonctionnement du système, de votre futur système, et de là détecter d'éventuels dysfonctionnements ou bien apporter certaines améliorations à l'installation pour encore une fois fournir de l'électricité parce que c'est le but d'une manière constante, sans interruption et sans autres problèmes. Serge, je ne sais pas si vous voulez peut-être rajouter quelque chose. Oui, l'intérêt d'une surveillance, bien sûr, c'est toujours savoir comment fonctionne l'installation pour en tirer des enseignements aussi. Hein. Ce n'est pas simplement une surveillance, c'est aussi se faire une expérience de l'utilisation de l'énergie dans le bâtiment de manière à ce qu'on sache à tout moment comment mieux utiliser l'énergie. Oui, effectivement. Alors, on passe. Alors, quels sont les objectifs d'une installation qui a un système de gestion à distance? Premièrement, tout simplement, c'est la visualisation en temps réel de son autoconsommation, donc des valeurs de production, de consommation et toute autre valeur. Deuxième point, c'est que c'est un système sécurisé, sécurisé par différents mots de passe et donc quasi impénétrable. Troisième point, c'est l'analyse préventive et génération de rapports. Donc, la plateforme va nous permettre d'analyser le fonctionnement du système et donc nous permettre de détecter d'éventuels dysfonctionnements avant même qu'ils n'arrivent et de là agir sur l'installation sans l'arrêter. La gestion intelligente des paramètres. Encore une fois, ça c'est des choses qu'on peut programmer, paramétrer à l'avance et faire en sorte, par exemple, qu'un système puisse faire des délestages ou bien changer de direction la direction des flux énergétiques et ainsi, encore une fois, améliorer le fonctionnement du système. Détection immédiate des dysfonctionnements du système, c'est-à-dire grâce à la plateforme,
on a accès à un journal d'événements où on va avoir accès aux différents dysfonctionnements et encore une fois, ça va nous aider à soit déterminer une panne si une panne est survenue ou bien de mener une action préventive et laisser cette installation fonctionner correctement. Ces dysfonctionnements, on peut bien sûr les recevoir par des notifications, par SMS ou par mail, ce qui est très intéressant et ce qui augmente notre réactivité par rapport au fait de pouvoir agir sur une installation. J'ai moi-même une expérience vis-à-vis de cela où on m'a déjà appelé où j'ai pu voir sur la plateforme assez tard, un certain vendredi, qu'il y avait un problème. Et donc, j'ai pu appeler le client et régler le problème avant même que le client ne s'en rende compte ou ne sente de différence. Donc, voilà l'avantage d'avoir un système de gestion à distance. Alors, voilà, ici, nous avons un schéma synoptique ou un principe de fonctionnement d'une installation qui dispose d'un système de gestion à distance. Donc, en haut, en bleu, on peut voir installation photovoltaïque. Et là, c'est ce qui constitue notre installation. C'est des équipements, des onduleurs et autres équipements qui font qu'on produit de l'énergie depuis le photovoltaïque. On peut y rajouter une station météo afin d'avoir des données météorologiques ou de rayonnement solaire qui peuvent être très intéressantes à exploiter. On a le compteur d'énergie. Le compteur d'énergie sert à comptabiliser ce qui a été produit et ce qui a été consommé. Très important dans une installation pour pouvoir faire de l'autoconsommation, en l'occurrence. Les charges. Et en bas, on a tout ce qui va nous permettre de visualiser ou de gérer à distance cette installation. Donc, on a la passerelle de communication connectée à un routeur afin d'avoir accès à Internet. Et de là, via le cloud, on a accès aux paramètres dont on a parlé et aux valeurs instantanées de l'installation qu'on peut visualiser à travers des tableaux de bord. On a accès aussi aux services après-vente du constructeur, chose très importante. Et en troisième lieu, chose que propose Sunji, c'est des rapports d'exploitation, des analyses de données et de la maintenance préventive sur la base des données qu'on a collectées depuis cette plateforme et depuis ces équipements qui nous permettent de visualiser à distance cette installation. Donc, je pense, Serge, si vous voulez rajouter un point par rapport à cela. Oui, alors je dois préciser que quand on voit le schéma de fonctionnement de cette installation, effectivement, il y a un point très important, c'est la connexion à Internet et la possibilité de déporter les données à distance pour pouvoir les surveiller. Alors, la distance peut être plus ou moins longue, ça peut être la distance entre l'installation et le bureau du surveillant, et ça peut être aussi une surveillance à très longue distance. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas indispensable. On peut aussi imaginer que l'installation, pour des raisons physiques ou locales, ne soit pas connectée à Internet, et dans ce cas-là, on aura une supervision locale. Mais tout ce qu'on va dire aujourd'hui met plutôt en œuvre une solution avec une connexion à distance qui permet à la fois d'utiliser les serveurs pour la surveillance des installations et ensuite pour l'analyse des défauts et du fonctionnement. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci Serge. Je voulais qu'on fasse une petite pause intermédiaire en attendant avant d'aller vers la suite et Oui. vraiment rentrer dans le détail de cette partie à distance. Donc, je voulais prendre quelques questions. J'ai une première question. Ces installations de gestion à distance sont-elles déployées uniquement pour l'installation solaire ou bien ça prend en charge aussi une installation couplée au réseau électrique ou d'autres sources d'énergie? Walid?
de connexion peut-être. Serge, Oui, alors je peux répondre si vous voulez. Oui, alors le système de supervision est conçu pour tout type d'installation, les installations en site isolé. Et là, la question effectivement de la communication à distance se posera, mais il existe des moyens assez avancés pour permettre la communication à distance, même quand on est dans un site très isolé. Et ça concerne également les installations connectées au réseau pour le système en autoconsommation, par exemple. Donc, on a vraiment la possibilité à la fois de faire de la surveillance d'installations, je dirais, en site isolé, éloigné et du réseau, et des installations connectées au réseau. Enfin, pour le type de générateur, on peut avoir des générateurs photovoltaïques, bien sûr, c'est essentiellement de cela qu'on parle, mais on peut aussi avoir d'autres sources d'énergie. Ça peut être des sources, par exemple un petit éolien, un moulin à eau et donc un générateur hydroélectrique, ou toutes sortes d'autres sources d'énergie comme l'on peut imaginer. Y compris bien sûr le stockage batterie. Donc tout ça est lié dans un même système avec des appareils de plus en plus intelligents qui sont communicants, et donc par ce biais-là, on va pouvoir récupérer les informations de fonctionnement de chacun des appareils et avoir sur un système centralisateur toutes les informations utiles pour le bon fonctionnement du système. Merci, merci Serge. Une autre question. Donc, ces systèmes fonctionnent à travers quel type de communication? Une 4G ou autre? Est-ce que la 4G, par exemple, suffit pour faire fonctionner ce genre d'installation? Alors, je dirais, on a deux possibilités de communiquer, effectivement. Soit on a la DSL, et dans ce cas-là, on a un réseau câblé qui permet une connexion, je dirais, la plus sûre possible, parce qu'une fois qu'on a un câble et que le service est établi, on a, je dirais, une stabilité du fonctionnement de la communication, mais on peut aussi se baser sur des systèmes de communication à distance sans fil, donc type 4G, lorsque c'est nécessaire. Je dirais que si on peut aller vers l'ADSL qui permet une stabilité du réseau sans contraintes climatiques ou autres, c'est, je dirais, le meilleur choix possible, mais dans les cas où il n'est pas possible d'avoir cette connexion câblée, alors le 4G est possible, et dans ce cas-là, on va communiquer les informations par les réseaux téléphoniques qui sont aujourd'hui plus ou moins bien déployés sur les territoires en général. Merci, merci Serge. Autre question. Donc, est-ce que le système de sécurité est séparé du système de contrôle et de surveillance? Alors, là, on parle de la sécurisation des données. Alors, c'est évidemment lié dans ce cas-là, puisque, enfin, si c'est de ça qu'on parle, on précisera, tous les serveurs, en fait, reçoivent des informations qui sont codées. Donc, l'envoi de données, les données collectées sur l'installation, sont envoyées sous forme de paquets codés vers un serveur qui les décode et les exploite. Donc, cette sécurisation des serveurs, c'est l'assurance que, premièrement, les données ne sont pas lues par d'autres personnes qui ne sont pas concernées, et d'autre part, qu'elles sont sécurisées à l'arrivée, c'est-à-dire qu'on a bien des bonnes informations qui nous viennent de l'installation. Et ensuite, dans l'autre sens, lorsqu'on va communiquer vers les clients, on va envoyer effectivement des informations sécurisées par les systèmes que l'on utilise, l'email, les mots de passe, les choses qui nous permettent ensuite de s'assurer que c'est bien l'intéressé, le client final, l'exploitant, qui va avoir une vision de ce qui se passe sur son installation, et pas quelqu'un d'autre qui serait, d'autant plus s'il est malveillant et qu'il veut chercher des informations qui ne le concernent pas. Donc, si c'est de ça qu'on parle, en parlant de sécurisation, c'est ça. Myriam, voulez-vous compléter avec quelque chose? Oui, merci beaucoup. En fait, le premier point sur la question qui était posée, c'est évidemment
l'enjeu de cette plateforme de SMA à laquelle nous avons, nous, complété une plateforme utilisateur et une plateforme installation. Parce qu'avec cette plateforme, on gère une partie qui est la consommation en réel lorsque l'on a des capteurs, des sensors, des énergémetteurs ou bien des enregistreurs de données. Et du coup, on a l'adéquation en temps réel de la production et de la consommation. Et donc, ce que je décrivais en introduction, que Serge et Walid vont vous présenter tout au long de cette présentation, qui est l'adéquation de la gestion des flux énergétiques. On va actionner un certain nombre de paramètres. On va aussi fixer la charge, l'appel de consommation en fonction d'un certain nombre de paramètres grâce aux capteurs, grâce aux différents sensors, grâce à la donnée en temps réel de ce que l'on est en train de produire, typiquement et précisément sur ce site, par l'analyse des données de la météo, par exemple. Et donc, dans cet ensemble, on est tout à fait capable de gérer la production, la consommation, mais également, vous avez raison, la mise à disposition des données du réseau, par exemple. C'est ce que Walid échangeait tout à l'heure dans son retour d'expérience. On a reçu en direct un high voltage, low voltage, ou bien une micro-coupure d'un réseau conventionnel sur lesquels on a tout de suite monitoré et surveillé que la batterie prenait le relais si on était pendant des périodes où il n'y avait pas de production solaire ou pas suffisamment, donc la nuit ou bien le matin ou bien le soir. Et de la même façon, on a pu voir que le système solaire lui-même prenait le relais si on était à midi ou si on était à 15 heures. Et on s'assure que tous les algorithmes qu'on a mis en place, la gestion prévue pour ces flux énergétiques fonctionnent bien lorsqu'il y a un dysfonctionnement ou bien une consommation qui a été prévue. Ce qui est très utile également pour le client, pour l'utilisateur, pour l'installateur, pour le gestionnaire du bâtiment, comme le décrivait Serge, c'est que lui, il voit en temps réel ce qui se passe sur son installation par rapport à un allumage, par exemple, trop important de la clim, des démarrages de moteurs simultanément, ou bien un éclairage qui serait resté allumé alors qu'il n'aurait pas dû. Et du coup, on a, sans avoir à se déplacer, sans avoir à mettre un certain nombre d'ouvriers, d'ingénieurs, de techniciens sur place, on a à distance, derrière son écran ou bien sur son smartphone, toutes les informations qui sont nécessaires. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on ne fait pas que piloter des problèmes, mais on pilote aussi une installation de manière intelligente, en temps réel, qui permet aux différents acteurs de la chaîne de comprendre ce qui se passe. SMA va pouvoir mettre à jour à distance les systèmes intelligents qui sont présents à l'intérieur de tout le système. Donc, les onduleurs, les énergémetteurs, les SMA Data Managers, donc la mise à jour des softwares, des hardware. Ils vont prévenir peut-être en ayant un certain nombre de data, la maintenance préventive ou bien des composants électroniques qui ont été échaudés par des surtensions ou des sous-tensions ou bien encore des micro-coupures dont on sait que les équipements électriques sont assez sensibles et assez exposés. Et de la même façon, l'ingénieur de Sunji va voir que sa production qu'il avait théorisée dans le cadre de courbes est bien celle qu'il constate en réel. Et si ce n'est pas le cas, va comprendre si c'est parce qu'il y a de l'ombrage, si c'est parce qu'il y a eu de la poussière, si c'est parce qu'il y a eu des feuilles mortes, ou si c'est parce que la météo n'est pas bonne. Tout ça fait qu'on a besoin de piloter tout ce système de flux énergétique. Et de la même façon, le client, un vendredi, jour de week-end pour l'Algérie, ou bien un samedi, il va constater une consommation atypique, singulière, que lui aussi n'avait pas prévu. Et sans avoir à se déplacer, il va pouvoir essayer de comprendre, oui, ce jour-là, il y a des travaux, oui, ce jour-là, il y a une activité non prévue ou exceptionnelle sur son site. Voilà, tout ça pour dire que toutes ces alertes ou tous ces messages que l'on reçoit sont à destination d'une performance réelle telle qu'elle avait été prévue en théorie dans les études.
Merci Myriam. Et je rajouterais même que par rapport à tout ça, donc effectivement, il y a cette gestion qui est très importante, mais tout ça permet d'optimiser le fonctionnement de l'installation, d'optimiser les coûts et la consommation du client. C'est ce qu'on voit en tous les cas sur les retours d'expérience qu'on a. Autre question, donc pouvez-vous s'il vous plaît détailler la gestion intelligente des paramètres? Est-ce que c'est un programme préalablement manuel ou bien un système qui se corrige pour une optimisation? Donc, est-ce que c'est quelque chose de manuel ou bien c'est quelque chose qui se fait d'une façon automatique? Walid? Walid qui est reparti à nouveau. Je compléterai. Alors oui, il y a... Le son est pas bon. Il y a... Oui. On t'entend là. Vas-y, Walid. Allô? Oui, alors je m'excuse, la connexion Internet est un peu... elle fait des allers-retours. Alors oui, sur la partie gestion intelligente des paramètres, évidemment, il y a une partie des paramètres qui vont être, on va dire, intelligents, qui vont s'adapter à l'installation, et d'autres qui sont bien sûr une programmation manuelle. Ce que nous offre SMA, c'est une très grande flexibilité par rapport au paramétrage des différents points ou configurations de l'installation. Et donc, ça va être très facile sur place de modifier ces paramètres. Et aussi, il faut savoir qu'on peut faire à distance, c'est-à-dire si on a une nouvelle donnée par rapport à la consommation, par exemple, ou au fonctionnement du système, on va pouvoir changer certains paramètres à distance et ainsi subvenir, si on veut, aux besoins ou au nouveau besoin qui est arrivé sur cette installation. Très bien. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Serge, vous voulez Oui, je peux rajouter, oui, simplement, enfin, confirmer ce qui a été dit. En fait, il y a certaines fonctions qui sont automatiques et d'autres fonctions qui vont se déduire de l'expérience que l'on fait de l'installation et donc qui vont s'adapter au fil du temps. Et ça, évidemment, ça demande une réflexion et une action manuelle pour changer le fonctionnement de certains appareils. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, comme Walid l'a dit, on a un système suffisamment flexible pour qu'on puisse le faire évoluer sans que ça n'ait de conséquences pour l'utilisateur, sinon une meilleure utilisation de son système. Merci Serge. Une autre question, quels sont les types d'alarmes qu'on peut avoir sur l'installation? Walid? Alors, on peut avoir différents types d'alarmes. Encore une fois, la plateforme nous permet de mettre des seuils à des paramètres, à des valeurs, et de là, nous prévenir en cas où ces seuils-là ont été dépassés. Donc, on va avoir une multitude de points où on va pouvoir, par exemple, si on veut être mis au courant au moment où il y a une surtension, on peut paramétrer la plateforme pour qu'elle nous envoie un mail ou un SMS, c'est possible, s'il y a une surtension, eh bien, on est notifié. Donc, on a ce type d'alarme. Mais je ne sais pas si la question parle bien de ce point-là. Si M. Ahmed Boubelkaoui pouvait nous donner plus de précision. Myriam, tu veux compléter quelque chose par rapport à ça? Oui, en attendant, je trouve les échanges très intéressants et les questions très pertinentes. Le prérequis, bien sûr, pour le pilotage à distance, c'est d'avoir Internet. Comme l'a précisé Serge ou un autre modèle, bon, les anciens 2G ou GSM, mais ça va limiter en fonction du réseau que l'on a. On a créé avec les sections militaires et paramilitaires en Algérie des réseaux locaux. C'est ce que permet également les systèmes de conversion électrique des SMA qui permettent du coup d'avoir plusieurs protocoles de communication. Et là, on va faire un micro-réseau local de communication par du câblage ou bien par des transmissions, encore une fois, sur plusieurs protocoles. Ce que j'ai envie de répondre sur les différentes questions des paramétrages, dès lors qu'on a un peu d'électronique dans ces équipements,
ou bien un peu de domotique, a priori, sky is the limit. On peut actionner une batterie, on peut faire en sorte que ce soit la production du photovoltaïque qui soit en priorité sur certaines charges et pas sur d'autres. On peut décider que le réseau conventionnel, donc le utility local, national, prenne le relais sur certaines charges en délestage parce qu'il a besoin de puissance à ce moment-là et que ce sont des machines avec un appel de courant très important à un instant T. Donc, on ne veut pas baisser le confort de l'usine, par exemple, ou bien de l'agriculteur. On peut commander le groupe électrogène à diesel. On peut limiter, grâce à des systèmes qu'on appelle Fuel Safe Controller, la consommation en carburant de ce générateur. Et on peut aller, avec la domotique, maintenant jusqu'à la charge. On va shifter l'appel pour, par exemple, chez un résidentiel, faire en sorte que la machine à laver, au lieu de se déclencher le soir, elle va plutôt se déclencher à midi si la meilleure adéquation, production, consommation est à ce moment-là. Si on a moins de production un jeudi, on peut couper l'imprimante de l'assistante, par exemple, ou bien éteindre les équipements en veille. Tout ça se fait à distance. Ça sous-entend bien sûr qu'on ait prévu ça dans les câblages, dans les systèmes électroniques, dans les prises, dans les pinces ampères-métriques que l'on met à différents systèmes et qu'on puisse avoir accès à cette installation donc par les réseaux de moyens. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est à mon sens très, très, très embryonnaire par rapport à tout ce que va encore nous apporter la technologie. Je pense à l'informatique, bien sûr, je pense à l'Internet des objets, enfin les IoT, l'intelligence artificielle, le big data, les différents sensors que l'on va avoir sur la météo, la production, la consommation. Et il commence même à y avoir des capteurs au niveau même de la cellule. Photovoltaïque auprès des fabricants, de la même façon des capteurs au niveau de la cellule même des batteries lithium. Enfin, quand je vous dis sky is the limit, c'est parce qu'aujourd'hui on peut vraiment faire beaucoup de choses et je pense qu'on en est vraiment au démarrage de toute cette intelligence dans les systèmes solaires. Oui. Merci Myriam. Donc, autre question. Donc, est-ce que votre système est adaptable sur les différentes installations solaires ou différents fournisseurs d'installations ou d'équipements? Serge? Oui, alors on peut dire oui en général, c'est-à-dire que le système SMA tel qu'il est proposé, il fonctionne avec des onduleurs SMA, mais on peut aussi associer d'autres types de sources, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors ça peut être d'autres onduleurs photovoltaïques, mais je dirais que dans un système SMA, ce sera plutôt des onduleurs SMA, donc ce n'est pas tellement la question, mais on peut aussi imaginer de communiquer avec d'autres appareils électriques, soit directement avec un appareil intelligent avec lequel on peut échanger par exemple des informations par un protocole Modbus, et dans ce cas-là, on va aller avec notre plateforme de communication qui s'appelle le Data Manager M, et dont on parlera tout à l'heure rapidement. On va aller interroger un appareil, lire des registres d'informations de manière à pouvoir collecter ces informations et les remonter dans un système de supervision unique. C'est-à-dire, de cette manière, on va pouvoir lire évidemment la production des onduleurs, mais également la consommation, soit à travers un compteur, soit à travers directement un appareil communicant, on va pouvoir remonter ces informations-là. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une supervision très précise de ce qui se passe, une vision très précise de ce qui se passe à la fois en production et en consommation, et d'avoir tout ça dans un même et unique système, de manière à pouvoir visualiser en temps réel ou à distance ce qui se passe sur l'installation. Donc, je dirais oui, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut communiquer avec d'autres appareils? Oui, de cette manière. Merci, merci Serge. Myriam, tu veux compléter par quelque chose ou je passe à la prochaine question? Non, je pense que c'est très complet. Peut-être rapidement pour répondre aux autres questions, pour accélérer, parce que je vois que le temps tourne, Zorol. On
peut avoir beaucoup de data, on peut avoir beaucoup d'alarmes, hein, je vois, et des alertes. Vous allez le voir dans les études de cas qui sont présentées juste après, à la fois par Serge et par Walid. Donc, peut-être pas trop utile ici de s'attarder à ça, parce que vraiment, c'est ce qui est prévu juste après. Et ensuite, une question sur est-ce que c'est installé par défaut et quel est son coût. Nous, on le propose tout le temps, régulièrement, systématiquement, parce que ça vous permet à vous de gagner une grande autonomie et une grande indépendance sur tout ce qui va être gestion, encore une fois, de votre parc photovoltaïque, mais aussi de votre consommation et du suivi des recommandations qu'on aura définies ensemble. Le coût, il est assez minime sur l'installation de départ, mais tous les avantages qu'il va procurer économiques aussi sont très, très rapidement amortis, et c'est pour ça qu'on recommande vivement, quand on peut et quand on a du réseau disponible, d'avoir systématiquement ces systèmes de pilotage. Ça sous-entend derrière, bien sûr, qu'il y a un ingénieur qui reçoive ces alertes et qui les traite et qui puisse également, avec vous, vous expliquer les différents log data que l'on a et ceux qui sont utiles à regarder et ceux qui le sont un peu moins de façon fréquente. Merci Myriam. Peut-être juste une petite dernière question qui sera rapide. Hein. En fait, est-ce qu'en changeant les configurations à distance, cela peut engendrer un arrêt sur la centrale? Alors, on va autant que faire se peut limiter les arrêts sur la centrale pour faire ces changements-là. Ça dépend de l'ordre des changements, parce que si c'est du câblage en DC ou sur la partie AC, il peut y avoir effectivement des mises à l'arrêt qui sont recommandées d'ailleurs hein, pour déjà les perturbations électriques, les risques électriques, mais aussi bien sûr pour redimensionner ce qu'on a fait. Si c'est de l'ordre d'une prise ou d'une pince ampère métrique, aujourd'hui les systèmes permettent font en sorte qu'on n'a pas besoin d'arrêter la centrale, on les place, il y a un système de COS qui est très facile à placer. Et puis s'il s'agit d'un changement de paradigme de la partie consommation et de délestage, ou de paramétrage, là aussi, il peut y avoir soit une mise hors tension ou bien une intervention quand il n'y a pas de production PV. Je rappelle juste hein, que le DC, donc le courant continu, est un courant qui présente des risques électriques beaucoup plus importants que le courant alternatif et que donc à la fois sur tous les parafoudres, les disjoncteurs et toutes les protections que l'on met à différentes échelles, c'est un métier qui nécessite quand même une formation des équipements et de la sécurité. Je me permets juste de le redire ici parce que on intervient vraiment sur des systèmes avec toutes les normes en vigueur et donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, bien au contraire. Mais quand on est sur la partie consommation, voilà, encore une fois avec la domotique, l'électronique, là il y a déjà beaucoup moins de risques. Merci Myriam. Donc je pense qu'il y a encore des questions qui viennent, mais je pense qu'on pourra les voir un peu plus tard, un peu plus tard sur la présentation, étant donné qu'on va traiter vraiment des études de cas. Donc je te laisse la main, Serge, pardon, pour la suite. Oui, alors là, il est question je pense, de détailler un petit peu le système de remontée d'informations SMA. Alors, on a bien sûr pour la production des onduleurs, donc ça c'est acquis, on sait que ça fonctionne de cette manière. Ce qui est très important de comprendre, dans des systèmes que l'on veut intelligents, il faut forcément des systèmes de communication. Ce qui est important ici, c'est le Data Manager M, Data Manager, SMA Data Manager, qui est l'appareil qui va collecter les informations auprès de tous les appareils qu'on a installés. Donc, les onduleurs, les différents appareils qui ne seraient pas des onduleurs, mais d'autres appareils, consommateurs ou producteurs. Donc, le Data Manager, c'est le collecteur. Ensuite, très important également, l'énergimètre. L'énergimètre, c'est l'appareil, le compteur d'énergie qu'on va placer dans un endroit important de l'installation, de manière à ce qu'il mesure ce qui est produit, bien sûr, ce qui est consommé, de manière à pouvoir ensuite créer sur la supervision ce qu'on appelle des bilans énergétiques, c'est-à-dire les différentes sources d'énergie disponibles et à quel moment elles sont utilisées. Donc, c'est très important de comprendre que dans une installation
qui se veut intelligente et communicante, on a besoin, en plus des moyens de production que sont les onduleurs, des moyens de communication que sont le data manager et l'energy meter. Merci pour cette diapo. Et ensuite, bien sûr, le système de supervision à distance est basé sur un portail, alors qu'on appelle le Sunny Portal, et qui est un dispositif mis en place par SMA. Donc, ce sont des serveurs informatiques qui reçoivent des données du monde entier, et donc de l'installation, d'une installation en particulier. Ces installations sont des installations de production et de consommation. Et donc, toutes ces informations remontent sur ce serveur et vont apparaître sous forme de tableaux. Donc, le principe ici, ce que l'on voit sur cette image, c'est qu'on va avoir en temps réel ou presque réel, c'est-à-dire avec un délai de communication, la puissance des onduleurs de production, éventuellement, on verra ensuite la consommation, l'état, surtout le voyant vert ici nous signale l'état de l'installation, ce qui nous permet de savoir justement par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure du type d'alarme qui remonte. Déjà on a je dirais un signal quand il n'y a pas d'alarme et qu'il n'y a pas de défaut, on a un voyant vert qui nous signale que ça fonctionne très bien. Et donc ensuite on a d'autres informations comme qui sont paramétrables, mais qui peuvent être la météo du lieu d'installation, ce qui nous permet d'avoir, si on est à distance, une idée du temps qu'il peut faire, donc de l'ensoleillement sur l'installation. Et donc, on peut visualiser la puissance de l'installation et se donner déjà une idée du bon fonctionnement ou pas de l'installation. Voilà, donc si on regarde plus précisément ce qu'on appelle le Sunny Portal NXOS, qui est le Sunny Portal qui est lié à l'utilisation du Data Manager M, on a sous une autre forme un tableau de bord où on va retrouver à peu près les mêmes informations que j'ai citées, notamment le bon fonctionnement de l'installation, le calcul par exemple d'un ratio de performance, c'est-à-dire qu'on compare ce que réellement l'installation produit par rapport à un calcul qui est fait en fonction de la puissance installée et de l'irradiation mesurée. Donc, on a pour ça des capteurs, et quand on a des capteurs d'irradiation, de température, on peut les voir à la fois sur ce tableau de bord et puis dans d'autres pages où on va rentrer plus dans le détail. On a, si on a une batterie, l'état de la batterie, si on est en train de la charger, si on est en train de la décharger et de quelle puissance on dispose. Si on est également sur un système en autoconsommation, on va avoir la production et la consommation. Et donc, on va pouvoir, si on va à la page suivante, visualiser une partie de l'installation, une partie des éléments en détail. On peut faire des groupes de différentes installations pour avoir une surveillance, je dirais, d'un niveau supérieur, où on voit un portefeuille ou plusieurs installations en même temps. Et puis, on peut descendre au niveau du système, d'une section du système, puis à l'appareil individuel. Et donc, de cette manière, on peut vraiment avoir une vision globale du fonctionnement de l'installation. Si on prend l'exemple sur la partie droite ici, on a un onduleur de stockage sur batterie. On va pouvoir voir comment se comporte dans le temps avec des courbes plus ou moins détaillées du fonctionnement dans la journée, sur une semaine, sur un mois, sur une année, comment s'est comporté cet onduleur et comment il a chargé et déchargé la batterie. Voilà, si on passe à l'étape suivante, ça c'est une vision sur 24 heures de ce qui se passe d'un point de vue énergétique dans un bâtiment. On a une consommation qui peut être plus ou moins importante la nuit. Puis on voit, quand on observe ici les heures de fonctionnement, à partir de 6 heures du matin, on a une consommation qui s'établit parce que la vie reprend après la nuit. On a à ce moment-là une couverture des besoins qui peut être faite directement avec le réseau public lorsqu'il est présent, ou à partir des batteries lorsqu'on travaille sur des systèmes de batteries. Et le solaire par lui-même va prendre le relais assez rapidement, puisqu'on va commencer à monter en production, puisque le soleil est apparu et commence à monter dans le ciel. Et donc, on va fournir de l'énergie solaire à notre consommation.
Et puis, selon les heures, on va avoir plus ou moins de consommation, plus ou moins de production. Donc, sur cette courbe que l'on voit ici, on a une partie supérieure qui est la partie consommation, où on voit comment est alimenté le bâtiment, et la partie inférieure, en miroir, est la partie production. Et donc, on voit comment ici l'installation produit de l'énergie et fournit de l'énergie directement en vert, par exemple, à la consommation, ou en orange foncé, on a la charge des batteries, puis ensuite, en jaune, l'alimentation du réseau lorsqu'on vend du surplus. Alors, typiquement, ici, ça correspond à un type d'installation qui consomme assez peu le jour, mais on le voit qui consomme plutôt le matin et le soir. Et donc, pour cette raison-là, on a imaginé un système où l'énergie va d'abord être utilisée pour charger les batteries dès que la consommation est plus faible que la production est plus faible que la consommation, on va restituer la batterie et ainsi de suite. Donc, un exemple ici d'une installation, donc sur 24 heures, on peut remonter dans le temps, voir comment se sont comportés les jours précédents, et on peut avoir d'autres courbes au niveau d'une semaine, du mois, de l'année, de manière à bien identifier comment sont utilisés à la fois les moyens de production et les consommateurs. Et c'est à partir de ces analyses-là qu'on peut trouver une meilleure adéquation entre l'installation de production et l'installation de consommation. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme les systèmes sont flexibles, on peut rajouter à ce moment-là de la production et travailler également sur la consommation. Voilà. Je vais passer à la dernière étape là, de l'analyse. Si on veut rentrer dans le détail de ce qui se passe au niveau d'un onduleur et de ses paramètres, alors on a la possibilité d'afficher certains paramètres mesurés par l'onduleur, comme la tension du réseau, la fréquence du réseau, la tension d'entrée de l'onduleur, le courant qui circule dans les strings à l'entrée de l'onduleur, de manière à pouvoir analyser. Alors, si c'est en bon fonctionnement, ben, c'est plutôt une analyse, une compréhension du système. Et puis, si on travaille sur une alarme, et à ce moment-là, on va chercher la cause du défaut. Si on a par exemple un arrêt de l'onduleur, on va essayer de comprendre si par exemple le réseau fournissait une tension conforme à ce qu'on attend, ou est-ce que par exemple on a une panne réseau, et ce qui pourrait expliquer que les onduleurs se sont arrêtés de fonctionner. Voilà ce que je peux dire rapidement hein, de la supervision vue par SMA et fournie par SMA. Et je pense que Walid va lui continuer avec la partie Sunji de l'utilisation de ces données et la surveillance supplémentaire qui est réalisée. Merci Serge. Walid, donc continuer sur la partie de la plateforme qui a été développée par Sunji pour cette partie analyse et performance des installations. À toi, Walid. Il a un petit problème avec la connexion. Je vais commencer en attendant qu'il ait besoin de connexion. Non, Walid, on ne t'entend pas. C'est le petit aléa du direct. Myriam, je te laisse avancer sur ça en attendant. Oui, alors, comme le disait Serge, nous avons développé en support et connecté bien sûr à la plateforme SMA, la plateforme Sunji qu'on appelle ici ETL pour Extract, Transform and Load. Cette plateforme, elle a deux usages. Le premier, c'est de permettre à nos utilisateurs, à nos clients, de voir et de coupler le fonctionnement de leur installation, à la fois sur la partie consommation, encore une fois, mais également sur la partie production. Elle nous permet également de charger au moment de l'étude les données de consommation et de pouvoir produire un certain nombre de rapports dans lesquels, grâce à l'outil qui vous a été présenté par Serge, je pense, avant-hier, qui est le Sunny Design,
les modélisations que l'on va faire et les extrapolations que l'on prend en fonction de l'inclinaison, de l'orientation, du calpinage de nos designs photovoltaïques qui vont nous permettre du coup d'être en adéquation avec la consommation. C'est assez spécifique puisque là, encore une fois, on parle d'autoconsommation. Donc, il ne s'agit pas d'optimiser la production que l'on va injecter dans le réseau électrique pour maximiser le profit ou la rentabilité d'un projet. Là, il s'agit de maximiser l'adéquation entre la production et la consommation, à la fois en termes de puissance, de timing, d'appel de courant. Et donc, toutes ces modélisations font qu'on a, au moment de la phase d'étude, mais également pendant la phase d'exploitation, recours à cette plateforme qui nous permet de paramétrer et de piloter à distance et de vous faire des rapports d'exploitation fréquemment, mais également à vous, aux clients, aux responsables techniques de la gestion des bâtiments, de voir comment réagit et comment se comporte son installation. Donc, on récupère les informations, on les traite et on fait notamment des émissions de rapports d'analyse. Ça, c'est la version 1 que l'on a développée. Et ici, par exemple, on montre, grâce à cette plateforme, la ventilation entre la production, la consommation, mais surtout le week-end, parce qu'on se surprend parfois d'avoir des consommations un peu plus importantes le week-end pour une installation qui n'était pas prévue de fonctionner autant. Alors, si c'est une agence bancaire, par exemple, ça peut s'expliquer par plusieurs effets. Si c'est une industrie également. Et grâce à ça, on analyse en temps réel et surtout, on vous envoie les données où vous avez accès à ces données en temps réel. Voilà ce qu'apporte cette plateforme à ce stade. On souhaite la faire évoluer vers tout ce qui est domotique, vers tout ce qui est Internet des objets connectés et l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on a déjà ça qui est en place. Je suis assez fière de dire qu'on l'a développé en Algérie avec des ingénieurs et des développeurs IT algériens pour les besoins, pour l'instant, de nos clients en Algérie. Walid est revenu. Oui, je suis revenu. Alors, comme disait Myriam, donc la plateforme a pour objectif, bien sûr, de compléter ce que propose la gestion à distance de pilotage et de monitoring de SMA. Notre objectif est bien sûr de collecter des données de différentes plateformes. Ça peut être de la plateforme SMA, ça peut venir d'autres plateformes, pour pouvoir analyser ces données et de là proposer à nos clients des rapports d'exploitation, des analyses de la production et des fois même des analyses un peu plus approfondies sur, par exemple, le comportement du réseau local. Alors, grâce à ce genre d'analyse, on a pu, par exemple, sur un cas concret, déterminer qu'il y avait un stabilisateur de tension qui était dysfonctionnel et qui, au lieu de stabiliser la tension, était en train de polluer tout le réseau, voire plusieurs sources de données, en plus de la plateforme de SMA, pour, par exemple, pallier à ce genre de problème. Donc, je ne sais pas si on m'entend bien. Encore une fois, ma connexion est un peu instable. Sabrina, si tu peux passer. Alors ici, on peut voir le rendu du rapport d'exploitation, un de nos rapports d'exploitation. Sur ce rendu-là, on a eu par exemple une baisse de la production sur une certaine période, prendre ces cours de production et de les comparer par exemple avec le rayonnement solaire propre à la région et d'essayer d'expliquer pourquoi il y a eu cette baisse de production, surtout quand on est par exemple sur des installations sensibles qui ont besoin d'une continuité d'activité. Donc, on propose ce genre d'analyse. En l'occurrence, ici, il y avait une certaine couverture nuageuse qui a fait que la production, au lieu d'être à un certain nombre de kilowattheures, a baissé. Donc, c'est ce que nous permet la plateforme
Sunji. Les données collectées viennent bien sûr d'autres plateformes. En l'occurrence, dans ce cas-là, vient de DNexOS de chez SMA. Et donc, on a pu traiter ce genre d'informations et sortir avec des analyses par rapport à notre cas. Donc, on passe au... Alors, ici... Pardon, Walid, ce que je rajouterais juste ici, avant d'aller plus Oui. loin, ce que ça nous permet également, ces plateformes, bon, pas encore tout à fait en Algérie, mais dans d'autres pays, on va pouvoir gérer le flux énergétique en fonction de la surproduction ou de la sous-production, en fonction également de l'énergie disponible pour l'injecter dans le réseau. Je m'explique. Il est possible qu'on ait un flux énergétique, on ait des kilowattheures disponibles et il faut savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Si je n'ai pas de consommation sur les sites en direct, je peux tout à fait décider de charger mes batteries, ou bien de charger mon véhicule électrique, ou bien de l'injecter dans le réseau parce que j'ai le droit à une compensation, un netting grâce aux utilities locales, ou bien tout simplement il me l'achète. Et en fonction de ça également, l'ensemble de ce système va pouvoir nous aider à décider en temps réel quel est le meilleur chemin pour ce kilowattheure qui est en surplus. L'idée est bien sûr de maximiser la gestion et d'optimiser encore une fois la gestion de ces flux énergétiques. En Algérie, on n'y est pas encore parce qu'on a un vide juridique à ce stade sur la partie basse tension, mais on travaille de concert avec le régulateur et avec le ministère de l'Énergie. Il y a des ateliers qui ont démarré à nouveau cette année sur la partie autoconsommation pour voir qu'est-ce qu'on va faire finalement de ce kilowattheure qui est disponible. En Tunisie, vous n'avez pas la possibilité par la STEG de racheter l'électricité, le surplus d'électricité que vous avez, mais vous avez un système de compensation par ce utility. C'est-à-dire qu'il va vous netter. Si à un moment donné, vous lui avez envoyé 3 kWh parce que vous en aviez trop, eh bien lui, le jour où vous allez soutirer les 3 kWh de son réseau, il va vous les netter et donc ne pas vous les facturer. En France, on est sur un système de double comptage. Vous êtes raccordé au système Enedis ou EDF. Et là, vous avez un contrat d'achat dans lequel vous avez intérêt à produire la quantité que vous allez autoconsommer. Mais dans certains cas, le kilowattheure produit peut être revendu à EDF. Alors, avec un prix qui dégraisse, on vient d'avoir des nouvelles réglementaires là, sur le mois de juin 2020. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai intérêt à garder ce kilowattheure dans ma consommation? Est-ce que j'ai intérêt à le vendre et à le laisser sur le réseau électrique conventionnel? Ou est-ce que j'ai intérêt à le stocker, pardon, à le mettre dans des batteries, à le stocker, pardon. J'avais perdu mes mots. L'idée, elle est là. Et dans l'autoconsommation, comme je vous le disais en introduction, et Serge et Walid ont insisté là-dessus, on est là pour gérer une adéquation, pour optimiser une adéquation production, consommation en fonction des différents flux. En Afrique, on rajoute qu'on a en plus plusieurs sources d'énergie disponibles et qu'il faut également voilà ce que vont permettre aussi demain ces plateformes. Alors, Merci Myriam. Donc, on peut aller brièvement sur l'étude de cas. En fait, globalement, on a vu tous ces aspects-là, mais c'est bien de voir un cas réel. Donc, je te laisse, Walid, de nous décrire l'étude de cas. Walid? Bon. Alors, donc, sur cette étude de cas, nous avons pris un client qui… Alors, oui. sur cette étude de cas, nous avons un client à l'ouest algérien qui a une installation photovoltaïque avec un banc de batterie qui sert pour le backup. C'est-à-dire que c'est un réseau local et on a un parc de batteries pour le backup en cas de coupure d'électricité.
Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est le tableau de bord qui nous affiche toutes les informations relatives à cette installation. On a les infos de l'installation tout à droite, 22,8 kW crête, la taille de la batterie, la date de la mise en service, le type de fonctionnement. On a les émissions de CO2 qu'on a évitées grâce à l'injection de la production photovoltaïque. On a l'état des différents équipements, l'historique du fonctionnement de la batterie, les valeurs instantanées de la production photovoltaïque, l'état de la batterie et la météo du site. Donc, on a vraiment un nombre d'informations importantes qui nous permettent de bien visualiser l'état de notre installation au moment T. Et c'est ce qui nous permet, ce tableau de bord nous permet d'avoir une vue rapide sur l'état de notre installation. On passe maintenant à la deuxième partie, ce qu'on appelle le moniteur d'événements ou le journal des erreurs, le journal des événements. Cette deuxième partie très importante quand il s'agit de surveiller une installation, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé dans cette installation durant la semaine passée, le mois passé. Et on peut voir la majeure partie des erreurs se traitent automatiquement. C'est-à-dire s'il y a un problème, par exemple, de surcharge ou de surtension, le système va traiter le problème directement, c'est-à-dire qu'il va soit se mettre en stand-by le temps que l'erreur passe et redémarrer, soit il y a plusieurs procédures pour pallier aux erreurs. Et on peut aussi avoir l'état dans lequel, à quel moment les différents équipements ont pu communiquer ou pas avec la plateforme. Donc, c'est très important et ça nous sert énormément quand il s'agit de savoir quelle installation. C'est très important de combiner le moniteur d'événements avec les courbes de production ou les courbes de consommation et de voir qu'est-ce qui s'est passé sur l'installation. On passe à la troisième partie. C'est la partie où on va pouvoir ici changer certains paramètres de notre installation. Et donc, comme on peut voir, on peut accéder à certains paramètres à distance et les changer. Par exemple, on peut changer l'état de décharge, jusqu'où on va décharger la batterie, le courant de charge d'une batterie, etc. Donc, ça, c'est la troisième partie qui est très importante. Serge, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de présenter sur la plateforme SMA. Oui, je voulais rajouter une chose sur la liste des défauts. On a sur la partie gauche de la page un système de filtre, c'est-à-dire qu'on peut isoler un appareil pour afficher les défauts qui s'appliquent simplement à un appareil. Donc, de ce fait, on peut avoir une liste à la fois de défauts, d'erreurs, d'informations simplement ou d'avertissements. Donc, on peut aussi, avec ces filtres, gérer, je dirais, l'urgence et aller chercher, par exemple, que le voyant rouge qui nous signale un vrai défaut bloquant, qui peut être bloquant, et éliminer tout ce qui est information en bleu ou simplement un avertissement en jaune. Et donc, de ce fait, le technicien qui va superviser l'installation va pouvoir facilement trouver les points sur lesquels il peut agir très, très rapidement. Après, dans un autre temps, on peut effectivement relire et voir quelles sont les alertes et les avertissements qui ont été faits par le système de manière à apprendre et, une fois de plus, à mieux gérer ensuite les appareils consommateurs lorsque c'est possible, de manière à ne plus voir apparaître par la suite ce type d'avertissement.
Voilà, donc il y a une question qui était apparue dans le chat tout à l'heure, c'était savoir s'il fallait acquitter les défauts ou pas. En fait, les défauts s'acquittent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que quand il apparaît un défaut sur un onduleur, si les conditions qui ont créé ce défaut disparaissent, alors le défaut disparaît automatiquement. Mais la trace reste évidemment dans le journal d'événements, dans l'historique. Donc, on a la possibilité de savoir, en remontant dans le temps, quel type de défaut a pu apparaître. Même si le défaut n'est plus présent, on a toujours cette trace. Et donc, on pourra, une fois de plus, un œil exercé peut savoir à quel moment il est arrivé quelque chose et en déduire un enseignement pour mieux ensuite faire fonctionner l'installation. Voilà, simplement pour ajouter ça et pour la supervision, vous avez compris qu'on peut voir des choses, on peut aller dans le détail, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'intérêt, c'est de pouvoir le voir à distance. Voilà. Merci Serge. Walid, tu termines sur la dernière partie de l'étude de cas? Oui. Oui, alors, grâce à ces données collectées donc, et ces différents journaux d'erreurs et données qu'on collecte depuis cette production, on produit un rapport d'exploitation mensuel pour rendre compte à notre client de ce qui s'est passé durant le mois, en expliquant encore une fois tous les faits marquants sur cet exercice-là. Et grâce au moniteur d'événements et aux courbes qu'on peut extraire de la plateforme, on déduit et on essaye de définir avec une certaine précision ce qui s'est passé sur la période en question. Comme on peut, par exemple, ici, on peut prendre un exemple, les étoiles en vert que représentent la période où on a produit, par exemple, le moins. On essaye donc de voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. On part sur le journal d'événements, on regarde la date, et on s'assure qu'il n'y a pas eu de défaut bloquant pour l'installation. Après, notre travail en parallèle, celui de la plateforme Sunji, est de voir quelles ont été les conditions météo de cette journée en particulier. Et en l'occurrence, durant cette journée, il y avait une très forte couverture nuageuse et des précipitations durant toute la journée, ce qui peut expliquer la baisse de production. Donc, ici, on imagine bien que la plateforme Sunji vient en complément de la plateforme que propose SMA avec NXOS. Et après, on a une somme d'informations d'où on peut tirer des analyses et donc dire à notre client avec une certaine précision ce qui s'est passé sur son installation. Voilà, donc c'est pour cette étude de cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Je laisse la parole à Serge pour les références SMA. Oui, simplement pour dire, pour rappeler les références qu'on avait déjà montrées dans le webinaire précédent. Évidemment, tous ces systèmes que l'on voit ici sont monitorés de la même manière que ce qu'on a vu précédemment avec la plateforme SMA et l'exploitant, le gestionnaire du site, va pouvoir visualiser comment fonctionne son système. Comme on est sur des systèmes en autoconsommation, on va pouvoir visualiser la consommation, la production, voir à quel taux de couverture solaire on a fonctionné dans une journée, quels sont si on veut aller plus loin, on peut visualiser rapidement quelles sont les économies qu'on a fait sur la facture d'électricité et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le moyen, sur les références que l'on montre ici, je dirais que le complément indispensable à une installation photovoltaïque aujourd'hui, c'est la supervision telle qu'on vient l'expliquer, parce que ça nous permet de bien savoir comment fonctionne l'installation, comment le bilan énergétique se déroule dans une journée et comment ensuite on peut mieux agir sur les éléments de consommation du bâtiment. C'est vrai pour le supermarché, tout comme le centre de logistique, où là, on a une couverture complète des besoins de consommation du bâtiment.
Et donc, l'installation est là pour le système de supervision qu'on a vu précédemment nous permet de visualiser en temps réel comment l'énergie est bien produite par l'installation photovoltaïque quand le soleil est présent, bien sûr, et non par le réseau. Et ça permet aussi de confirmer qu'on est sur un système qui est quasiment autosuffisant en consommation. Voilà, je laisse la parole pour les dernières références. Oui, merci Serge. Je complète sur les références aussi par rapport aux références de Sunji, où on a choisi quelques-unes pour vous illustrer ce qu'on a fait. Donc, on en a parlé sur la partie autoconsommation. Donc, c'est des clients qui ont souhaité être complètement autonomes en énergie électrique. Donc, il y a non seulement cette partie onduleur d'injection, mais aussi des batteries de stockage où on stocke de l'énergie pour l'utiliser la nuit. Donc, pour ces installations-là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est une installation à Hassenscheld qu'on vient de mettre en service. Et là, le client est vraiment autonome en matière d'énergie électrique en nous faisant du pilotage à distance, bien sûr, à travers tout ce qu'on a vu, où on produit des tableaux de bord, où nous voyons en temps réel le fonctionnement de l'installation et les performances de l'installation, et où on met des rapports d'exploitation pour notre client afin qu'il puisse aussi évaluer tous ces indicateurs. Même chose pour la deuxième référence qu'on a souhaité partager avec vous, qui est à Arlesen. Là, c'est une installation de 22,8 kW crête. On est aussi dans le même cas de figure où le client est complètement autonome en énergie. Il a même choisi d'enlever son groupe électrogène et où il y a effectivement aussi des batteries et une gestion à distance de l'installation complète, comprenant même le parc de batteries. Nous avons fait aussi la même chose, même pour un particulier et qui a souhaité aussi mettre en place quand même une installation assez intelligente où nous voyons en temps réel le fonctionnement de cette installation, les différents comportements de l'installation et de la consommation, bien sûr. Et d'ailleurs, même le client reçoit aussi des messages en temps réel de certaines alertes qu'il peut voir et que nous voyons bien sûr aussi en direct sur lesquelles nous agissons. Donc ça, c'était vraiment le retour d'expérience que nous avons eu, que Serge a eu aussi à travers les installations SMA. Je suis vraiment ravie de voir qu'il y a pas mal de questions et un engouement quand même assez important sur ce sujet. Je pense qu'on va prendre quelques questions avant de clôturer la séance. Il y a pas mal de choses. Je vais essayer de concaténer des questions qui ont à peu près le même sens pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc, la première question qui se pose, donc, on a traité celle de la gestion de la configuration. Donc, est-ce que le système de gestion à distance est totalement fiable par rapport à la gestion classique? Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients? Serge, vous pouvez répondre à cette question? J'espère qu'on a démontré qu'il n'y avait pas d'inconvénients. Au contraire, il n'y a que des avantages, puisque on a la possibilité de visualiser ou d'être informé de risques de dysfonctionnement ou de baisse de production sans même être sur site et être dans une période de surveillance de l'installation réelle. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre que ça a nécessairement des avantages d'être informé par le système d'un dysfonctionnement plutôt qu'aller sur site pour voir si tout fonctionne. Donc, je pense que la question apporte forcément cette réponse-là. Merci Serge. Donc, on nous demande un peu plus de détails sur la partie sécurité des informations qu'on applique sur cette partie à distance. Myriam, tu veux intervenir sur cette partie-là? Oui, alors je peux regrouper effectivement les réponses. Serge en a parlé tout à l'heure. Évidemment, la cybersécurité est un risque réel. On est
pas plus protégé que ne le serait un data center ou un serveur. Néanmoins, il y a certaines data qui vont être cryptées. On peut aussi tout à fait dimensionner les serveurs dans lesquels nous, on va stocker ces données. Et ensuite, il y a des informations, là aussi, d'intrusion dans les serveurs SMA notamment ou dans les serveurs Shenji qui, bien sûr, sont monitorés en temps réel et on est protégé pour ça. Après, le risque est réel hein, sur la mise à disposition de ces données. Encore une fois, on est sur des normes internationales et de dernier niveau pour toute cette protection et tout ce cryptage des données. Moi qui ai fait toute une partie de ma carrière dans la gestion des risques opérationnels pour les banques, si un cyber hacker veut rentrer dans vos systèmes, c'est comme un voleur ou comme un criminel en général, il y a toujours deux variables. On va voir à quel moment il est rentré et au moment où il est rentré, on va essayer de capter, de limiter autant que faire se peut son impact et son risque de nuisance. Néanmoins, on l'a vu à la Banque mondiale, on l'a vu sur les serveurs Google, enfin, c'est le vrai risque de ce nouveau, de ce siècle. Voilà, donc nous, on a pris les dernières dispositions à la fois sur la protection des serveurs et sur la façon dont on collecte ces datas en termes de chiffrage. Pas revenir plus dans le détail, mais on est tout à fait sensibilisé bien sûr à ça. C'est ce que nous demandent souvent nos clients bancaires hein, et nos clients militaires, c'est d'avoir leur propre réseau, d'avoir leur propre serveur, que ce soit stocké directement chez eux, ce qu'on comprend évidemment parfaitement, ce qui vient bien sûr du coup limiter ou compliquer un peu la façon dont nous on va le gérer à distance avec eux, mais tout ça est tout à fait entendable et compréhensible. Donc, typiquement, les militaires, ils ont leur réseau local. Le data manager, quand on leur a présenté, il y a des équipes d'SMA qui sont venues en Algérie plusieurs fois pour sensibiliser. C'était la même chose avec les filiales d'hybridation du groupe Sonelgaz. Bon, à chaque fois, les questions sont tout à fait pertinentes et on les comprend évidemment sur ces transmissions de données, de protection. C'est aussi pour ça qu'il y a des mises à jour très régulières des logiciels, des pare-feux, de la sécurité pour ces cryptages de données. Merci Myriam. Autre question, donc, est-ce que, donc, Issal, c'est un client qui a eu à mettre en place ce type d'installation dans des sites isolés, dans l'électrification rurale. Et en fait, sur ces sites isolés, il y a de la 2G. En fait, c'est 4 villages. Et donc, le réseau télécom est uniquement en 2G. Est-ce qu'on peut monitorer à distance? Serge? Oui, alors, on a une évolution du Data Manager M qui va permettre de communiquer moins de données, donc de manière à pouvoir utiliser des réseaux vraiment limités en capacité d'échange. Donc la 2G ou le GSM pourra être utilisé, mais évidemment, on réduit dans ce cas-là le volume de données, donc les informations qui sont transférées de l'installation vers le serveur. Donc, évidemment, on va sans doute dégrader un petit peu la précision des contrôles possibles, mais ça restera tout à fait fonctionnel, y compris dans des cas où la communication est assez faible. Donc oui, on peut estimer que ce n'est pas un gros problème. À partir de maintenant, on pourra le faire d'autant plus facilement. Quand on parle de 4G, je dirais que c'est aujourd'hui une facilité. Tout ce qui concerne la communication sans fil, effectivement, on connaît le GSM, la 2G, la 3G, la 4G aujourd'hui, et bientôt la 5G. On fait toujours la distinction entre le réseau câblé ADSL et la dernière technologie de communication sans fil. On parle de 4G, mais effectivement, c'est aussi paramétrable dans d'autres systèmes qui communiquent encore avec une vitesse ou un volume moins important. Merci Serge. Autre question, donc est-ce qu'on peut visualiser les courbes des MPPT en ligne et voir un graphique qui définit la meilleure courbe de puissance à celle en temps réel? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est typiquement une fonctionnalité que l'on a.
je vois qu'on est face à des experts. Donc, tout à fait, les différentes hypothèses qui sont prises pendant la phase d'installation et que l'on réconcilie après avec la réalisation de l'installation en comparant effectivement les différentes cours de l'université. C'est vrai que Ramzi, Walid, Sabrina et Mohamed, pour les ingénieurs côté SNJ Algérie, s'amusent beaucoup avec ça parce qu'ils comparent ce qu'ils avaient étudié, ce qu'ils avaient designé par rapport à ce qui est en réel. D'ailleurs, on a eu des bonnes surprises là-dessus avec un MPPT à Gardaïa où on a mis des panneaux en façade noirs, bien exposés au sud, donc en façade, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à la verticale. Et on a été très agréablement surpris de voir les très bonnes productions que ça nous fait. On a mis du panneau seulement noir, en façade très bien exposé, sans ombrage. Il y a 6 panneaux photovoltaïques. Et Ramzi et Walid nous challenge toujours un peu, nous, la partie plus commerciale, où on écoute c'est encore un MPPT différent, propre à gérer, qui va perturber un peu mon chant ou mes strings. Et finalement, ben, on arrive bien sûr à la fois à faire ces innovations-là et à satisfaire tout le monde, mais surtout à avoir des belles courbes. Et après, bien sûr, on les compare. Donc, tout ça, c'est typiquement ce qu'on est amené à faire. Je réponds également, si vous permettez, à une autre question de Monsieur Mismoun sur la partie de la place qui est nécessaire. Alors, on a un local technique, c'est des équipements qui se mettent très facilement au mur, qui sont faits pour. Ils prennent 30 cm à peu près de largeur sur maximum 70-80 cm, ça dépend des puissances. Ils ont besoin, parce ils dégagent même de la chaleur. Donc, pour ces dissipations thermiques, on est obligé de mettre de la distance entre les deux. Mais vous voyez, sur l'un des murs qu'on vous a montré tout à l'heure, finalement, on met des équipements. Donc, au sol, on n'a pas un coefficient d'occupation au sol très important. Et au mur, une fois qu'on a pu avoir ces différentes dissipations thermiques, bon, on peut même les mettre en hauteur, mais on préfère les garder à hauteur d'homme pour pouvoir contrôler les écrans. Ça ne prend pas beaucoup de place. Et on se place très facilement dans un local technique, dans un local climatisé, aéré, enfin climatisé pas forcément, mais dans nos contrées du sud, on est obligé. Voilà, les dispositions en termes de cahier des charges pour le local. Merci Myriam. Autre question, donc lors d'une sous-production, comment gérer les dysfonctionnements? Alors, ça a été prévu au niveau de l'étude au départ pour encore une fois bien adapter l'adéquation à la production et la consommation. Donc, on stresse tous ces paramètres en prenant en général le pire des jours, donc le 21 décembre où la production est la plus faible, mais également on stresse en termes de précipitation et autant que faire se peut, on challenge ça et on réconcilie ça avec des données météo. C'était l'objet de la photo qui n'est pas très jolie de notre installation à Relisen, mais la raison pour laquelle Madame Madi et Walid ont choisi de mettre cette photo, c'est parce que vous voyez typiquement que là, on a un peu de poussière qui ne fait pas très beau à Relisen, ce qui arrive quand même dans de rares cas. Et du coup, là, on avait un système de backup parce qu'on est en full off-grid. Et dans ces cas-là, on avait un système avec des batteries. Mais on aurait pu tout à fait appeler à ce moment-là le réseau conventionnel ou bien le réseau de secours d'un genset, par exemple. C'est la raison pour laquelle il est très important ici de pouvoir bien étudier et ensuite bien vérifier la réalisation des études que l'on a faites. Et avec l'expérience que l'on a désormais, c'est très fiabilisé. Le Sunny Design est très conservateur également dans ses productions, donc on a toujours de bonnes surprises et on préfère avoir des bonnes surprises que des mauvaises surprises. L'idée, c'est d'être au plus juste. Et d'autres facteurs qui rentrent en compte, c'est la chaleur, c'est la pluie, c'est la poussière, encore une fois, les ombrages, ou bien des choses qui viennent perturber. Hein. Moi, je pense notamment toujours à l'humain qui vient changer ses câblages sans prévenir, qui vient poser des charges, par exemple, sur le système. Et là, c'est pour ça que c'est très intéressant pour nous d'être en avance, de phase, pour comprendre ce qui se passe. Merci Myriam. Une autre question. Donc, en cas de nécessitation d'un technicien, quelle est la procédure pour les installations que vous exploitez? Quel délai, et notamment dans notre grand pays où les centrales peuvent être assez isolées? Alors, dans nos contrats de fourniture de projet, on a toujours thématiquement 2 ans de garantie d'installation qui comprennent
le monitoring que l'on fait là, que l'on présente à distance, mais également des visites sur site, parce qu'elles sont quand même nécessaires pour comprendre un peu plus en avance ce qui se passe, mais surtout pour échanger avec l'utilisateur local, parce qu'il est source d'informations cruciales pour nous, pour réellement comprendre le comportement de l'information. On a besoin d'interagir. D'accord. Alors, pour ça, pardon, j'ai coupé le micro de Walid. Pour ça, on va avoir des interventions et on a 3 types d'anomalies. On a des anomalies dites bloquantes, dans lesquelles on intervient quasiment dans les 24 heures, partout dans le pays. On a des anomalies dites critiques, mais qui sont du coup pas bloquantes, c'est-à-dire que la centrale photovoltaïque continue de fonctionner. Et on a des anomalies mineures qui sont de l'ordre plus de l'esthétique ou bien alors d'un changement de paradigme que le client aurait. Et en fonction de ça, nos délais d'intervention sont de 24 heures, comme je vous le disais, jusqu'à 72 heures et jusqu'à 5 jours quand c'est des anomalies qui sont mineures. Merci Myriam. Autre question, si vous constatez que votre production d'électricité a diminué, mais que l'onduleur fonctionne correctement, est-ce qu'un problème de panneau peut avoir lieu et comment le régler? Serge, vous voulez répondre à cette question? Oui, je peux répondre rapidement. C'est une possibilité, effectivement. Mais dans ce cas-là, on va pouvoir, par la visualisation des paramètres, vérifier qu'on obtient bien ou au contraire, on n'obtient plus les mêmes résultats que précédemment. Et on pourrait, par exemple, déceler, dans le cas d'une installation avec fusible, qu'un des fusibles a sauté. Voilà. Ou alors après, si réellement il y a une dégradation des modules, alors il faut savoir que les modules se dégradent pas forcément de manière violente, rapide dans le temps. Donc, c'est plutôt une condition extérieure. Et dans ce cas-là, c'est plutôt une couverture après un vent de sable, par exemple, j'imagine, ou un encrassement des modules qui s'est opéré au fil du temps ou de manière brutale dans le cas du vent de sable. Et donc, dans ce cas-là, on aura des outils pour déceler ça. On sait effectivement par le système que l'onduleur n'est pas en cause. Et donc, la recherche de défauts va se faire plutôt au bon endroit plutôt qu'au mauvais endroit. Donc, on va effectivement chercher du côté des modules ce qui se passe. Mais si toutefois, il était nécessaire d'intervenir sur les modules, ben, évidemment, il faudra prévoir une intervention. Merci Serge. Une autre question, donc quelle est vraiment la valeur ajoutée de ce monitoring sur l'efficacité du système photovoltaïque? Myriam? Bien, en fait, comme le disait Serge et Walid et tout le long de la présentation avec ce que tu mettais en focus rôle, ça nous permet de faire du préventif et surtout de consulter en temps réel, quasiment en permanence, si tout fonctionne bien. Donc, l'efficacité du système, elle dépend de plusieurs paramètres. Elle dépend de la qualité, bien sûr, de tous les équipements. Et ça, nous, on est intransigeants sur le choix des équipements au départ. Elle dépend aussi de la poussière. Elle dépend de la qualité de l'entretien qui est fait sur les panneaux. S'il y a, par exemple, des déjections de pigeons ou bien des saletés qu'on n'aurait pas prévues, des feuilles mortes, ou bien même, on peut aller jusqu'au vandalisme et aux problématiques qu'on n'aurait pas forcément identifiées. Et donc, avec ça, on optimise en fonction des différentes causes ou des différents paramètres qui viennent influer sur la production et sur l'efficacité du système en prenant des mesures préventives. Et pour le client dont parlait Zwolle tout à l'heure, ce client à Douera, lui, il est très intéressé, il reçoit ses mails tous les jours, il a voulu être très impliqué dans la gestion de sa centrale. Pourtant, c'est une résidence, voilà, c'est son habitation. Mais tous les jours, il reçoit sa production, il regarde ce qu'a produit son système solaire, il réagit, il nous pose des questions en disant « Tiens, hier, on a un peu moins produit. Pourquoi? On a surproduit hier. » Et du coup, on arrive à… Enfin, lui, il maîtrise parfaitement l'ensemble des paramètres qui viennent influer. Et ça lui permet du coup de se dire est-ce qu'il a besoin de monter, nettoyer ses panneaux ou est-ce qu'au contraire… tout va bien. Il est très intéressé également pour voir la consommation quand il n'est pas là des ouvriers
de son personnel de maison et des ouvriers qui travaillaient sur son chantier, ce qui lui permettait d'avoir beaucoup de data. Et pour les banques, bien sûr, ou pour les industriels, là, ils ont besoin d'avoir une sécurité en termes d'approvisionnement énergétique. Et avec ça, ils sont rassurés de voir qu'effectivement, tout tourne tel que ça avait été prévu. Merci Myriam. Peut-être une dernière question. Prévoyez-vous une communication inter-équipement avec le Wi-Fi? Alors Serge, si vous voulez, ou je peux y aller, c'est Ramzi. Oui, je peux répondre. Alors, le Wi-Fi, c'est une solution qui est proposée sur certaines gammes de produits SMA. Je dirais qu'on réserve souvent le Wi-Fi à des solutions résidentielles où l'échange de données n'a pas un impact très important. Pourquoi? Parce que le Wi-Fi est sujet éventuellement à dysfonctionnement ou à perte de communication qui sont dues à des conditions qui sont assez peu maîtrisées, un obstacle entre les deux appareils, le changement d'abonnement du Wi-Fi, enfin du fournisseur d'accès Internet qui fait qu'on a ou un changement dans la maison du mot de passe pour éviter à la suite d'une mauvaise utilisation de l'Internet, par exemple. Et ça nécessite parfois une reconfiguration des systèmes pour changer le mot de passe, par exemple, de Wi-Fi. Donc, je dirais que ça existe, mais ce n'est pas ce que je préconise, notamment dans des installations où la transmission des données est très importante, comme on l'a vu, dans des installations importantes où il est question de pouvoir monitorer à distance. Je pense que le Wi-Fi n'est pas nécessairement la bonne solution. Le câble reste un moyen efficace d'échanger des données. Je dirais que ça nécessite une pause plus complète, hein, l'utilisation de câbles, mais qu'une fois que c'est fait, il n'y a plus rien qui change puisque le câble est branché et que de chaque côté, on a quelque chose. On n'est pas sujet au changement de fournisseur d'accès ni de changement de mot de passe ou autre. Donc, pour répondre une fois de plus à la question, oui et non. Oui, c'est possible, mais dans les systèmes où l'envoi de données est très importante, on va essayer au maximum de favoriser le câble. Merci Serge. Merci à tous les participants pour cette interaction. Myriam, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je revalide un peu les questions. Il y avait deux petites choses auxquelles on n'a pas forcément répondu. Je veux conclure. Les systèmes incendie, comme les autres systèmes, sont tout à fait pilotables à distance. Encore une fois, ça va dépendre du type de système incendie que l'on aura déterminé ensemble, comment il est piloté, comment il est monitoré. Mais oui, on est en train de mettre à disposition aujourd'hui des monitorings, comme je vous le disais, des clients de consommation, pour reprendre cette expression. On est en train de piloter des HVAC, par exemple. On est en train de piloter de la clim. Serge vous présentait tout à l'heure une installation dans un centre commercial en France. Et ils ont déjà également piloté des grands systèmes de réfrigération de centres commerciaux. Donc, on va gérer la température de ce système de réfrigération, les moteurs, on va les faire démarrer l'un après l'autre. On va faire du shift load, comme parlait Walid. Au départ, on peut même gérer des parcs informatiques, des data centers. Enfin, comme je vous le disais, sky is the limit. Quand on a, bien sûr, un certain prérequis qui sont de l'électronique, de la data disponible et qu'on puisse aller capter toute cette information. C'est vraiment la vision qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On est à un stade très embryonnaire de toutes les multiples fonctionnalités qui vont être déployables demain. On pourra gérer le thermique, on pourra gérer toute la partie des objets qui seront connectés entre eux. L'idée était aujourd'hui de vous dire que ça existe déjà. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place. SMA, Serge vous en a parlé tout à l'heure, mais ils ont 500 ingénieurs uniquement en R&D. Donc, imaginez-vous tout ce que leurs cerveaux sont en train d'essayer de mettre en place et ils écoutent leurs installateurs et leurs clients. Donc, ils ont des retours d'expérience en direct. Quand aujourd'hui, ils se développent sur la 2G, bah, c'est parce qu'il y a des clients africains qui leur ont dit « j'ai aussi besoin de ça ». Donc, c'est vraiment ce double partenariat où nous, on est sur le terrain,
on est face à des contraintes que l'on gère en direct et les onduleurs, le système de conversion électrique en général évolue. Et bien sûr, nous aussi, on va en Allemagne, on vient en France, on vient se former aux dernières innovations. Là, évidemment, il y a des grandes tendances sur la mobilité, sur les véhicules électriques, sur la gestion intelligente des parcs d'éclairage, des parcs de chauffage, des parcs de réfrigération. Tout ça pour vous dire que j'espère qu'on vous a donné envie de continuer à découvrir ces belles innovations avec nous, que ça existe déjà en Algérie. Et je répondrai à une autre question qui était posée en filigrane. Nos installations sont visitables. Alors, il faut qu'on organise ça, surtout qu'il y a le Covid, le confinement, etc. Mais vous pouvez tout à fait venir voir nos installations. Nos clients, d'ailleurs, sont ravis d'ouvrir leurs portes et de montrer les pilotes sur lesquels ils ont fait des spécificités parce qu'on est toujours quasiment sur du sur-mesure encore chez Senji parce que chaque besoin est spécifique. Et les questions qui étaient posées à propos de la logistique, cette vidéo a été enregistrée. Elle sera mise en ligne très rapidement sur nos différents réseaux sociaux, sur notre site internet. Et vous avez le téléphone de la directrice commerciale et communication qui s'affiche, donc n'hésitez pas à l'appeler. Jour et nuit, Walid et Ramzi et Sabrina et Mohamed sont toujours à disposition également pour vous répondre et ce sont des passionnés. Donc, ils répondent à toutes vos questions avec beaucoup de plaisir. Merci Myriam. Donc, comme le disait Myriam, on reste à votre disposition. Je sais que le laps de temps est très court pour pouvoir vraiment rentrer dans tous les détails de l'installation et tout vous dire. Donc, on reste à votre disposition à tout moment pour vous fournir l'ensemble des informations que vous jugez nécessaires pour travailler sur des projets que vous avez et afin de vous donner vraiment une vision de ce que vous pouvez faire avec une installation solaire sur la partie rentabilité, sur la partie performance. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Vous avez nos coordonnées, vous pouvez visiter notre site web, il y a toutes les infos aussi, notre page LinkedIn. Vous êtes les bienvenus, que ce soit moi, Walid, Serge, Sabrina, Mohamed, Ramzi, on est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. J'ai lancé un petit sondage pour connaître quel a été votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire. Nous reviendrons sûrement très vite avec notre série de webinaires en prenant en considération les différentes questions que nous avons eues à travers cette session et celle que nous avons faite ça fait 2 jours. Nous diffuserons aussi les replays de ces webinaires pour que vous puissiez les suivre, surtout pour ceux qui ont raté la séance. Et donc, j'espère que vous allez continuer à nous suivre, continuer à échanger avec nous et j'espère que nous vous reverrons très bientôt pour travailler avec vous sur des projets, mais aussi pour pouvoir échanger dans d'autres webinaires. Un dernier mot, Serge, si vous voulez. Merci de m'avoir accueilli dans cette présentation et j'espère qu'effectivement le message est passé et qu'on aura d'autres projets et d'autres formations à faire ensemble. Merci Serge. Walid, un petit dernier mot? Si... Myriam? Non, je pense que, vous voyez, vu le nombre de participants, l'engouement des questions et la pertinence également des questions que l'on a, je remercie vraiment cette interaction qui nous a permis d'échanger, de parcourir ensemble quelques tips que l'on souhaitait partager avec vous sur le pilotage à distance. Et je suis ravie que l'énergie solaire continue de se développer. Et comme je le disais en introduction, la tendance s'accélère, l'innovation s'accélère aussi, ce qui nous laisse présager de très, très beaux projets pour la suite. Merci beaucoup Myriam, merci Serge, merci Walid, merci à tous les participants. On vous retrouve très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.